Monsieur Brahim Abou. Monsieur Frédéric Aragon. Monsieur Michel Aslanian. Madame Eva Beccaria. Procuration, merci. Madame Annie Bénézé. Madame Amina Benoît-Gouajafiol. Madame Nicole Bigas. Madame Stéphanie Blampied. Madame Sophie Boniface Pascal. Monsieur Christian Bouillet. Madame Agnès Boyer. Madame Tatiana Kapoisi-Bolam. Madame Marlène Cast. Madame Josette Clavry. Madame Magali Couvert. Elle arrive. Madame Perla Danan. Monsieur Michael Delafosse. Madame Gabrielle Deloncle. Madame Fanny Dombrecoste. Monsieur Marc Dufault. Il arrive. Monsieur Serge Florence. Madame Christiane Fourteau. Monsieur Jean-Louis Gély. Madame Catherine Labrousse. Monsieur Max Lévita. Monsieur Richard Maillet. Il arrive. Madame Hélène Mandrou. Monsieur Hervé Martin. Monsieur Jacques Martin. Représenté. Madame Nadia Miraoui. Monsieur Christophe Morales. Ce qui attend
d'où l'on vient et ce qui attend dans l'avenir un peu les évolutions liées aux services publics, aux services d'intérêt général à apporter aux populations. Parce que sans cette attitude préalable, qui, me semble-t-il, devrait toujours être celle qui inspire les débats publics, nos travaux n'auraient pas la même saveur, ni la même intensité, ni le même sérieux. Ici, l'intérêt communautaire, l'intérêt des habitantes et des habitants de chaque commune a toujours prévalu sur les considérations d'ordre politique, la logique des partis, ou parfois, ce qu'on peut voir dans certains hémicycles, les considérations politiciennes. Le bien commun a toujours été supérieur aux intérêts d'un groupe, quelle que soit son appartenance. Et personnellement, j'ai toujours veillé à cela. Et vous avez toujours respecté cette orientation essentielle. Soyez-en remerciés. Et au cours des prochains mois, notre conseil communautaire va évoluer. Et je sais aussi votre attachement à conserver cet état d'esprit, nonobstant les évolutions de la loi par rapport aux modalités de désignation des conseillers municipaux, des conseillers communautaires. Je pense que cet état d'esprit d'intérêt général se doit de perdurer et d'être prolongé. Dans 1 mois et demi, les électrices et les électeurs seront amenés à choisir de nouveaux élus dans chaque commune du territoire. Ainsi va la vie politique et le nécessaire renouvellement des élus selon la volonté du suffrage universel. Saluer celles et ceux pour qui la séance de ce jeudi 7 février est la dernière. Elles où ils ont choisi de ne pas renouveler leur raisons diverses qu'il ne m'appartient pas de commenter, et je respecte en cela leur décision. Dans chaque commune, un maire qui s'en va, c'est indiscutablement une page qui se tourne. Pour certains d'entre vous, ce sont plus de 30 ans. 30 années consacrées à la vie publique qui vont prendre fin.
et ses difficultés assurées. Les citoyens aujourd'hui sont aussi de plus en plus impatients d'être considérés, c'est normal, d'être dans la proximité, mais aussi on a, par rapport au contexte économique, social, un certain constat qui, individualisme ambiant, rend de plus en plus ardue la tâche des élus qui vont nous quitter aujourd'hui. Ils en ont été la parfaite illustration de ce qu'on peut faire quand on est convaincu de l'intérêt général. Et quand on connaît la difficulté de la fonction de maire, inscrire son action dans la durée, voir la confiance des électeurs renouvelée, c'est un signe qui est bien plus qu'un encouragement. C'est le signe tout simplement qu'on est à la hauteur de sa mission, un homme ou une femme respecté, de devoir, respecté par la population. Une femme ou un homme qui place l'intérêt général, je l'évoquais, et le respect des citoyens à la hauteur de la fonction. Lorsqu'on est un maire apprécié, on est également un conseiller communautaire apprécié, en tant qu'élu et en tant que personne également. Alors aujourd'hui, je veux rendre collectivement et publiquement hommage aux maires qui ne se représentent pas. À commencer, galanterie oblige, par les dames et en terminant par la ville-centre. Daniel Saint-Ongeat, bonsoir Daniel, 5 mandats de maire, élu à Juvignac depuis 37 ans. Tu vas me permettre de te tutoyer. On avait préparé une intervention où je vous voyais. On va tutoyer ici, parce que là, ce n'est pas une marque de non-considération, c'est tout simplement une marque d'amitié, de collègue à collègue par rapport à ce que chacun a pu apprécier et apporter dans cette collectivité. Tu es une des élus les plus expérimentés et respectés de notre intercommunalité, appréciée de toutes les familles politiques. Hier comme aujourd'hui, tu as toujours fait tienne, avant toute autre considération, l'intérêt communautaire. Durant ce mandat, tu étais notamment présidente déléguée de la commission protection des animaux et fourrière animale, et tu as géré avec tact le déménagement de la SPA de Morin vers des locaux plus adaptés à Villeneuve-les-Maguelones. Au nom de la communauté d'agglomération de Montpellier, je t'adresse, Daniel, un grand merci. Mais si vous êtes d'accord, je vous demanderai de venir à la tribune en fin de présentation. Françoise Berger, tu es aussi élue depuis 30 ans. Conseillère municipale, adjointe au maire, tu es devenue maire de Murviel et Montpellier en 2008. Tu es une dame discrète, mais animée d'une vraie passion pour ton village. Une commune, du reste, où on est toujours bien accueilli et qui s'est considérablement développée ces dernières années et dont la notoriété c'est un monument qui s'en va. Et un personnage qui a fait l'unanimité dans notre Assemblée. Alain Barandon, un demi-siècle consacré à ton village. Tu es élu depuis 1965, maire depuis 1983, et tu es presque aussi célèbre que l'église Saint-Martin, qui date du XIe siècle, et bien plus que le stade Jules Rimet. Voilà. Tu pourrais d'ailleurs quasiment accueillir la Coupe du Monde. S'il y a un problème au Brésil, on les rapatrie à Sussargues. Alain, tu étais notre président de la commission appel d'offres et de la commission communication. Tu laisseras un souvenir indélébile. Merci Alain pour ce que tu as apporté.
Alors, il est le représentant de la plus petite commune de l'agglomération, la seule qui est sous le seuil des 1000 habitants, la mégalopole que je vais citer. Pierre Combette, qui est maire de Montaut depuis 1977 et élu depuis 33 ans lui aussi. Tu es membre de nombreuses commissions, tu as toujours veillé au nécessaire équilibre entre les communes. Montaut était réputé pour les ruines. Vice-président du Conseil général en charge de l'éducation nationale depuis plus de 20 ans, c'est aussi une figure incontournable de notre intercommunalité, où il est notamment président délégué de la commission chargée des comptes. Christian Valette, il termine son 4e mandat de maire de Pérol et tu as choisi de passer la main. Il faut dire que tu es un homme heureux. Ta commune a été dotée d'une médiathèque très solide, de piliers et de pieux solides. Tu en fais partie de manière indiscutable. Merci pour l'œuvre qui a été la tienne. J'en reviens pas. Il y a toujours un lundi à 60. Commune que je connais bien, effectivement, entre la Gardiole et les garrigues du Montpellier et d'Omelas et de la plaine de Pignan. Je les connais bien en tant que conseiller général de Pignan, où on a eu l'occasion dans le temps de peaufiner le projet de territoire qui nous a permis ensuite d'alimenter les réflexions et le contenu de l'Ouest dans ce territoire. Lui aussi, c'est un élu de la classe 1977. Il est maire de Resting-Clear depuis 2001. Il siège à l'agglo dans une dizaine de commissions. C'est dire s'il est indispensable
et ce d'autant que sa bonne humeur et sa disponibilité sont toujours très appréciables. Hélas, Jean-Pierre n'est pas parmi nous ce soir, car il a été hospitalisé hier à la suite d'un souci de santé. J'ai néanmoins des nouvelles rassurantes le concernant à vous communiquer, et je lui transmettrai, au nom de notre Assemblée, des vœux de prompt rétablissement. Et je ne doute pas que les applaudissements nourris qui vont accompagner sa citation se transporteront jusqu'au lieu de repos où il est ce soir, dans l'impatience de savoir que finalement l'agglomération l'a salué et continue dans la voie que j'ai tracée depuis le début. Merci. Et je termine par la ville-centre et Hélène Mandrou. Hélène est entrée dans l'histoire de Montpellier le jour même de sa prise de fonction. Outre le fait qu'elle était le 60e maire de la ville, elle était la première maire femme de la ville de Montpellier depuis la Révolution française. Durant une décennie, elle a occupé ses fonctions en étant en phase avec ces deux formules qu'elle a souvent répétées, le vivre ensemble et la volonté de mettre de l'humain dans l'urbain. Elle a connu deux événements majeurs sur ces thèmes. Pour l'urbain, elle a eu le privilège d'investir une nouvelle mairie, celle du XXIe siècle, sur les bords du Lez. Pour l'humain, elle a été la toute première élue, une fois la loi promulguée, à unir officiellement deux personnes du même sexe. Deux séquences qui sont aujourd'hui dans le patrimoine commun de la ville. Je tenais, bien entendu, je te demanderai de te faire l'intermédiaire de ce que j'adresse, que nous adressons à Hélène Mandrou ce soir, pour clôturer ce salut à tous les maires qui vont quitter leurs responsabilités à l'aune du nouveau mandat à venir à partir du mois de mars et du début avril. Merci Hélène. Voilà, à vous toutes et à vous tous, à ceux également qui, parmi les conseillers communautaires, ne seront pas, pour différentes raisons, dans cet hémicycle à partir du prochain conseil d'agglomération. Mais également aussi, je tenais à le dire, à tous ceux qui, autour et dans le prolongement de l'action, de la volonté, de l'engagement des élus, ont incarné l'action au quotidien administrative de cette maison. Notre délégué général des services, Christian Fina, l'ensemble de l'administration, l'ensemble des services qui sont pour beaucoup ce soir ici en tribune, le cabinet, le protocole, tous ceux qui incarnent cette institution. Je vous remercie profondément, vive remerciement du fond du cœur pour ce que vous avez amené pendant 6 ans et dont je ne doute pas que la trace va continuer à partir des mois prochains. Merci à tous, bravo, et vous pouvez être fiers de ce que vous avez compris. Alors, les maires présents, continuez vos applaudissements, on va les accompagner jusqu'à la tribune, on va leur remettre la médaille de l'agglomération de Montpellier, et puis un cadeau dont je pense qu'il sera aussi à la hauteur de ce que représente à travers sa qualité artistique les œuvres d'art montpelliéraines. Vous pouvez venir à la tribune.
Bon, je sais pas comment faire. Alors, je vais inviter à la tribune Nicole Bigas, Gilbert Pastor, pardon, et Christian Valette. Tu seras arrivé au bout complètement là. Alors, première information, c'est les documents que vous avez sur table concernant... Alors, les éléments du Conseil, pour l'instant, on ne les communique pas. On aura suffisamment le temps, après les élections municipales, de le caler. Ça arrivera très rapidement d'ailleurs. Mais on vous a communiqué aujourd'hui différents éléments, dont le dossier relatif au partenariat avec l'Open Sud de France, qui se déroule actuellement et qui donne lieu à beaucoup de rencontres et de matchs intéressants, avec la finale, bien entendu, ce week-end, dimanche. Vous avez les horaires des programmes du Planétarium Galilée pour la période hiver-printemps 2014, le programme de la salle Victoire 2 pour la période janvier-avril 2014, les activités, les horaires des piscines de l'agglomération de Montpellier et Montpellier Agglo numéro 20 pour le mois de février 2014. Voilà ce que sur table vous trouvez en tant qu'élément d'information. Je vous propose maintenant de passer à l'approbation de l'ordre du jour, c'est l'affaire numéro 1. Est-ce qu'il y a... Alors, je précise qu'il y a une modification concernant l'affaire numéro 4. Cette affaire numéro 4, il faut lire en fait dans le texte, il y a une erreur dans les indications chiffrées qui ont été portées sur une ligne là, du rapport. Il faut lire dans le texte, cet investissement s'amortit avec la perception des loyers à hauteur de 32 millions d'euros, hors taxes sur 20 ans, pardon, et non pas 3,2 millions d'euros hors taxes, comme annoncé par erreur. C'était l'affaire numéro 4. En dehors de cette modification, est-ce qu'il y a des remarques sur l'approbation de l'ordre du jour? Pas d'opposition? Oui, monsieur Revol. Allez-y. Juste une question. Lors du dernier conseil, je vous avais demandé l'éventualité de mettre à l'ordre du jour l'annulation de la délibération du 25 juillet. Depuis, concernant la DSP ou la régie publique, on a des informations que par la presse pour savoir si on est engagé dans une DSP de 7 ans ou si on aura une régie publique dans les 3 ans. Je ne veux pas reprendre le débat sur le fond ici. Je crois cependant que ça peut être le lieu, Monsieur le Président, pour vous préciser votre pensée à cette occasion. Mais ma pensée, elle est très claire. Je vous avais indiqué qu'il y avait, comment dire, dans le dire et le faire, la parole et les actes, des logiques qui est toujours prévalé ici. La responsabilité de cette affaire sera concrétisée par le prochain Conseil communautaire. Me concernant, j'ai pris les dispositions pour qu'on intègre un avenant au cahier des charges qui a été soumis aux entreprises, disons, retenues pour participer à l'avenant, pour qu'elles intègrent l'hypothèse d'un passage à la régie en 3 ans. Donc ça fait partie d'un élément supplémentaire sur lequel planchent les entreprises soumissionnaires, comme je m'y étais avancé. Voilà pour la réponse. En dehors de ce point, est-ce qu'il y a d'autres éléments de questionnement? Alors je mets l'ordre du jour aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe à l'approbation du procès-verbal du 19 décembre. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas d'opposition? Une opposition? On termine le mandat sur la même lignée. 2 oppositions? Vous seul? Une seule voix. Alors, 2 oppositions, pas d'abstention, adopté pour le reste des votants, des présents à cette séance. Affaire numéro 3, c'est l'application de l'article L 5211-10 du Code général des impôts des collectivités territoriales. Monsieur le directeur général, si vous voulez nous lire la synthèse, Code général des impôts, on aurait du temps et on y passerait jusqu'à demain matin. On y va. Oui, faites-nous une synthèse, parce que c'est déjà long quand même ça. Mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Donc, sur le chapitre acquisition foncière, occupation temporaire et indemnisation, il y a 61 000 euros qui concernent donc des acquisitions par droit de préemption en ZAD sur des parcelles situées sur la commune de Juvignac dans le cadre des projets d'aménagement.
En termes d'agrément de candidature, sur le volet économique, on a 5 entreprises qui intègrent à la fois le VES Parc 2000 à Montpellier, la ZAC Aude 1, Acte 1 au Millénaire, et important, cela représente 425 emplois au titre de ces agréments de candidature. Juste une précision sur la synthèse qu'indique notre directeur général des services, c'est que dans ces entreprises qui intègrent les parcs qui sont indiqués, qui sont cités, et les emplois qui sont concernés, il y a notamment le transfert de la mutuelle des motards sur le secteur de Oz, avec aussi des créations d'emplois importantes qui vont arriver sur cette structure-là et qui sont en quelque sorte facilitées aussi par l'implantation sur les parcs d'activité que conduit l'AGLO via la CERM ou via la SAM. En termes de marché d'avenant, il y a 431 187 euros, dont 168 000 euros pour un marché de fourniture passé avec la société Ametra, 77 700 euros relatifs à des marchés passés avec la société Sage pour la réfection de la filière de traitement des eaux de lavage de la plateforme de Pignan, 59 800 euros relatifs au marché de fourniture passé avec la société Futur Appelé pour l'achat de matériel pédagogique et petit équipement dans les différentes piscines de la communauté d'agglomération. Voilà, Monsieur le Président, les éléments essentiels des décisions. Merci. Je vous propose de prendre acte de ces informations données par M. Finat. Si c'est le cas, on poursuit. Affaire suivante. Numéro 4, c'est hors commission. Ça concerne tout le dossier de la stratégie de la structuration d'une gouvernance Montpellier Limited métropole numérique qui est dédiée à l'écosystème numérique. Nous sommes candidats, vous le savez, au label national French Tech, qui est un avenant, par le biais d'un avenant à la concession d'aménagement OS Montpellier Nature Urbaine sur un projet de construction d'un bâtiment de 12 000 m² qui sera adossé à la gare TGV avec, vous le savez également sur le sujet, le transfert de Business School qui va arriver sur ce secteur-là. Bon, on est sur des conventions de partenariat internationaux, une prise en charge financière de déplacement concernant les contacts de haut niveau pris entre ce développement numérique, cette affirmation du dossier montpelliérain parmi les 14 grands quartiers numériques de France. Et tout ceci est d'importance à la fois capitale, stratégique, mais également temporelle, puisque le dossier et la réponse de l'État ne sauraient tarder. Nous sommes en contact très avancé avec Madame la ministre Fleur Pellerin. Voilà, le dossier qui nous concerne aujourd'hui a un impact de 28 500 euros pour la première partie liée à la facilitation de tous les déplacements et la mise en relation de l'ensemble des responsables, acteurs et chefs d'entreprise qui vont nous accompagner dans ce dossier majeur, avec notamment les 12 à 15 pépites montpelliéraines qui sont là aussi pour démontrer au plan national la force de Montpellier, dont je vous précise, je vous rappelle que sur le numérique, il se constitue de 1100 à 1200 entreprises dans le numérique et 7500 emplois actuels sur ce dossier d'activité porteur pour l'avenir. Donc je mets le rapport aux voix. S'il n'y a pas des remarques, on peut y aller directement. Pas d'opposition. Monsieur Lévita. Une abstention. Pas d'opposition. Adopté pour le reste quasiment à l'unanimité, hormis l'abstention. On était dans l'économique, on le poursuit avec Gilbert Pastor, c'est le dossier numéro 5. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, il y a 3 délibérations qui se suivent. Un peu de silence, s'il vous plaît. Il y a un bruit de fond là qui est un peu désagréable quand on est à la tribune. Qui concernent le même sujet, c'est l'extension de la ZAC Eureka Montpellier-Castelnau. La première, c'est la modification du programme des équipements publics. Ensuite, il s'ensuit une modification du dossier de réalisation. Et ensuite, un avenant à la concession d'aménagement en CERM qui concerne ces modifications. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait, après les révisions, c'est une ZAC dont on a parlé déjà plusieurs fois, ça avait été soumis à une modification du plus de Castelnau, puisqu'il y a une partie que l'on fait à la fois de l'habitation et le gérontopole. Il y a ensuite de prévu là-dedans l'enfouissement de la ligne haute tension avec un fonds de concours. Il y a aussi de prévu une somme pour faire un équipement communal, un bâtiment public sur la commune de Castelnau. Et il y a aussi maintenant l'accord du syndicat d'agri-campagne dans ce qui concerne la desserte en eau de ce quartier. Donc les 3 délibérations sont des délibérations, je dirais, administratives, mais reprennent toutes le même sujet. Je vous propose donc, Monsieur le Président, où il y a une précision pour les votants ou les non-votants. Voilà. On ne vote pas sur la 7.
Voilà. Mesdames Danan, M. Bonal, M. Dufour, M. Florence, Jean-Louis Gély, M. Lévita, M. Jacques Martin, votre serviteur, M. Pastor et M. Passé. Alors, hormis cette précision sur le troisième, est-ce qu'il y a un vote où il n'y a pas d'opposition, où il n'y a pas d'abstention adopté à l'unanimité? On passe au dossier numéro 8. Oui. Le dossier numéro 8 concerne la requalification du parc d'activité du Salaison. Vous savez qu'on s'est lancé dans une opération importante au niveau du parc du Salaison, qui est pour le moment en 2 phases. La première phase a démarré, à la fois de requalification et de réinvestissement du foncier un peu, puisqu'il y a des zones un peu laissées en déshérence, en collaboration avec l'association des artisans de cette zone. Et tout ça est fait par la SAM, si ce n'est qu'il y avait le problème de l'eau, et à l'époque, l'eau était gérée par le syndicat du Salaison, et on avait dit que l'eau potable, le réseau d'eau potable, était satisfaisant. Si ce n'est qu'au mois de juin, le syndicat du Salaison en a pris acte de la dissolution du syndicat du Salaison, et nous avons, nous, récupéré la compétence eau potable. Et à ce moment-là, on a quand même fait auditer le réseau et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de branchements en plomb, que ce réseau était dans un état assez dégradé et qu'il fallait donc le refaire. Donc, l'idée était donc de pouvoir faire, on a passé par un problème administratif pour passer un marché complémentaire au marché de travaux pour ne pas perdre de temps, qui est un marché de un peu plus de 1 million d'euros pour refaire en même temps, alors que les travaux ont déjà commencé, en même temps le réseau d'eau potable de toute la ZAC du Salaison. J'en profite pour dire que, Monsieur le Président, nous inaugurerons, nous lancerons officiellement les travaux de requalification du Salaison le 19 février à 11 h, puisque c'est la communauté d'agglomération qui paye l'intégralité des travaux faits sur ce parc, ainsi qu'une participation pour le giratoire qui doit desservir le parc d'activité. Merci. On a eu l'occasion hier de le présenter au conseil d'administration de la SAM. Tout à fait. C'est une matinée qui était consacrée à la SERM et à la SAM. Et ça fait partie, bien sûr, de ce que tu viens de rappeler et qui est soumis au vote du conseil. Pas d'opposition, pas d'abstention. Et c'est la société Eurovia qui adopté à l'unanimité. On passe au dossier numéro 9. On va à Abu Dhabi. Abu Dhabi, participation au congrès Global Sustainable Cities Network. Alors là, on avait déjà fait une mission aux Émirats Arabes Unis. Je vous rappelle que les Émirats Arabes Unis sont la 3e économie du Moyen-Orient. On s'y était rendu avec le président pour parler dans le cadre des énergies renouvelables, visiter la ville de Masdar, qui est une ville numérique, moderne, mais à la différence de nous, c'est une ville qui sort dans le désert, toute neuve. Et là, il y a eu une manifestation organisée par l'ambassade de France qui nous a proposé de participer à la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi et au sommet mondial des énergies futures et à la réunion annuelle du réseau mondial des villes durables. Il fallait donc présenter l'éco-cité de Montpellier, participer à la réunion France-Émirats Arabes Unis sur la coopération bilatérale et participer au stand France sur le mondial des énergies futures. Ces réunions étaient organisées par l'ambassade de France et la ville de Masdar. Donc, on a envoyé une délégation composée d'un élu, c'était Christophe Morales qui est allé présenter ce dossier-là, ainsi qu'un fonctionnaire. C'est donc la prise en charge. Cette mission a eu lieu du 19 au 24 janvier 2014, a permis de voir que les Émirats Arabes Unis sont aussi intéressés par nos entreprises et pour venir investir sur notre territoire. Pas de remarques sur la présentation que vient de faire Gilbert. Je mets le rapport au voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. On passe maintenant en Chine. Alors, en Chine, à Chengdu, on organise une mission à Chengdu entre le 23 et le 29 mars prochain. C'est une semaine qui va être peut-être un peu agitée pour pas mal d'entre nous, mais la Chine continue. C'est une grande foire au sujet du vin et bien entendu, nos viticulteurs sont très intéressés pour y participer. Il a fallu faire le tri pour pouvoir s'y rendre. Et donc, je vous demande donc d'autoriser une mission
avec une participation de 9 000 euros pour envoyer 6 viticulteurs et un technicien de la communauté d'agglomération pour accompagner ces viticulteurs à cette foire à Chengdu. Je mets cette proposition aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Dossier numéro 11, Madame Deloncle, c'est le MIPIM 2014. Convention de partenariat. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, le MIPIM se déroulera du 11 au 14 mars 2014 à Cannes. C'est le premier forum mondial des professionnels de l'immobilier. C'est une place de marché internationale qui réunit plus de 20 000 participants, dont de nombreux promoteurs qui proviennent de 80 pays. Il s'agit donc pour la CERM et pour la SAM d'un rendez-vous privilégié afin de promouvoir leurs opérations et favoriser leurs prospects. Donc le succès de cette opération passe également par la capacité à mobiliser les élus et les responsables cadres de la communauté d'agglomération. Et nous vous présentons une convention qui a pour objet de définir les modalités du partenariat à développer entre ces trois acteurs. Donc ça concerne les actions qui sont financées et développées spécifiquement par la communauté d'agglomération de Montpellier pour ce salon professionnel. La participation de la communauté d'agglomération à la stratégie de commercialisation et de communication, ainsi que les missions et le rôle des élus et des cadres de la communauté d'agglomération et les modalités de prise en charge des frais inhérents à la participation à ce rendez-vous économique. Donc la prise en charge de ces frais par la SAM et la CERM est plafonnée à une enveloppe prévisionnelle de 15 000 euros hors taxe et on vous demande d'approuver cette convention de partenariat. Voilà, c'est une manifestation importante que nous nous rendons chaque année. Nous sommes voisins géographiquement de Bordeaux. Lyon est au premier étage. Nantes n'est pas loin également. C'est une grande manifestation où effectivement beaucoup de choix d'investissement non pas se décident ce jour-là, mais se concrétisent de manière beaucoup plus fiable ou à travers les échanges qui se nouent entre les architectes, les promoteurs, les représentants des collectivités. Alors ce dossier, par contre, certaines n'y participent pas au vote. C'est Mme Andrew, moi-même, M. Gély, M. Pastor, M. Dufour, M. Touchon, M. Passé, M. Lévita et M. Jacques Martin. Pour le reste des élus, je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. On passe, merci Gilbert pour le volet économique. On passe maintenant au développement durable, énergie nouvelle et gestion des temps. C'est le plan climat 2013-2018, son adoption. Monsieur Messonnier. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, donc le 29 octobre 2013, le Conseil communautaire avait arrêté le projet de plan climat 2013-2018. La démarche d'élaboration de ce document avait été mutualisée entre la communauté d'agglomération de Montpellier et les communes de Montpellier, Latte-Pérol et Baillargues. Donc ce plan climat 2013-2018 comporte 29 actions qui sont ventilées selon 8 orientations stratégiques. Alors ces 8 orientations, donc bien sûr nous nous orientons vers un territoire plus économe, nous misons sur les mobilités post-carbone, amplifier le recours aux énergies renouvelables sur le territoire, accélérer localement les changements de mode de production et de consommation, anticiper localement l'adaptation au changement climatique. Nous sommes dans un contexte bien sûr méditerranéen fortement impacté. Nous intensifierons l'écomobilité et les nouveaux usages de la voiture dans les déplacements, poursuivre et amplifier la gestion énergétique et climatique du patrimoine, promouvoir de nouveaux modes de consommation et une politique d'achat durable. Alors, nous avions transmis ce plan climat à l'approbation du préfet de région et du président de la région Languedoc-Roussillon. Un délai réglementaire de 2 mois nous demandait d'avoir un peu de réflexion et attendre donc de ces deux autorités leur avis. Ça a été avec un avis favorable sur ce projet. Donc c'est donc un plan climat conforté qui est aujourd'hui soumis à l'adoption de la communauté d'agglomération de Montpellier. Je vous demande donc par ce vote d'adopter définitivement le plan climat pour la période 2013-2018. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous propose de suivre les propositions et les conclusions qui sont les siennes. C'est un dossier dont on a, bien sûr, à maintes reprises évoqué et complété le dispositif. Je mets le rapport aux voix. Monsieur Morales. Oui, Allez-y. Oui, je voulais vous transmettre
les félicitations qui m'ont été transmises oralement lors du dernier comité régional d'orientation énergétique de l'ADEME qui se tenait en préfecture. Le représentant du préfet, le directeur de l'ADEME, M. Guillot, a signalé que c'était le plan climat-énergie territorial le plus abouti, le plus ambitieux et le premier à être opérationnel. Et donc, ils ont calé certaines de leurs perspectives sur des conclusions et des actions de notre plan climat, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur l'électromobilité, etc. Voilà, je tenais à vous le faire savoir. Merci pour ces précisions, parce qu'effectivement, ça traduit l'excellent climat, si on peut s'exprimer ici, sur un plan climat 2013-2018, qui a alimenté et incarné un peu ce travail de fond qui a été mené depuis de nombreux mois. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Madame Deloncle, on vous retrouve. C'est les dossiers artisanat, commerce, marché. Cap artisanat, dossier numéro 13, participation financière de l'aglo. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, peut-être rappeler que l'UPA, donc c'est l'Union professionnelle artisanale de l'Hérault, est constituée de 3 syndicats patronaux, que sont la CAPEB, la CGAD et l'UNAM-CNAMS. Donc l'Union professionnelle artisanale de l'Hérault souhaite réaliser, dans le cadre du projet Campus de l'artisanat, sur le site de la ZAC Pierre-Vive, une plateforme de services de l'artisanat qui aura une superficie de 1332 m². Donc c'est une plateforme qui va répondre aux enjeux de l'éco-construction, développer l'employabilité, les compétences, accompagner les créateurs et les repreneurs d'entreprises. C'est un pôle d'accompagnement vers l'emploi dans l'artisanat, dédié aux demandeurs d'emploi et aux jeunes en difficulté d'insertion professionnelle, également aux salariés en reconversion. Et donc tout ceci sera dans cette plateforme. Le plan de financement de l'UPA prévoit un budget total de 6 249 474 €, qui sont répartis en aide publique à hauteur de 4 549 474 €. L'Europe met 500 000 €, l'État 500 000 €, la région Languedoc-Roussillon 500 000 €, le département de l'Hérault 2 750 000 €, la ville de Montpellier 49 474 €, et la communauté d'agglomération 250 000 €, sachant qu'il y a un autofinancement à hauteur de 1,7 million €. Donc la réalisation de ce projet va permettre de faciliter la création d'entreprises artisanales, développer la formation des jeunes artisans, accompagner les projets de croissance de ces artisans dans une perspective de développement d'emploi. Et nous vous proposons d'émettre un accord de principe pour l'octroi d'une subvention d'investissement d'un montant maximum de 250 000 € pour ce projet. On vous précise également que on va solliciter les fonds européens FEDER et FSE dans le cadre de ce projet. Et donc, on vous demande d'approuver cet accord de principe. Voilà, c'est un dossier qui est relayé aussi par celui que vous allez également présenter, qui concerne le projet campus de l'artisanat qui est porté par la Chambre de métier et d'artisanat de l'Hérault. Bon, on y met du tout globalement 1 750 000 € à l'accompagnement de la région, du département. C'est dire que c'est une opération importante et qui vise à la fois à globaliser et donner tout son impact à la fois aux éléments de formation, de pépinière par rapport à l'artisanat. C'est un des éléments supplémentaires qui montre qu'au-delà de ce qu'on appelle le high-tech, le numérique et compagnie, il y a aussi le développement d'une activité de premier niveau, c'est pas du tout péjoratif de premier niveau, qui concerne des métiers traditionnels et la formation à beaucoup de niches des métiers dits traditionnels qui ont perdu de la qualification et que l'artisanat et la CAPEB veulent absolument renouveler. Je vous propose qu'on vote sur les deux dossiers ensemble. Allez-y pour le deuxième, rapidement. Le deuxième dossier concerne donc toujours le campus de l'artisanat. Là, il s'agit de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault qui porte le projet de construction de ce campus, toujours sur la ZAC Pierre-Vive. C'est donc un programme d'une superficie de 6 500 m². La communauté d'agglomération est sollicitée à la hauteur de 1,5 million € pour l'octroi d'une subvention d'investissement. Et ce projet constitue en fait un projet majeur pour l'artisanat et le développement économique du territoire. Cette réalisation de ce projet est tout à fait conforme à l'intérêt communautaire en termes de développement économique. Et donc nous émettons un accord de principe pour l'octroi de la subvention d'investissement d'un montant maximum de 1,5 million € pour ce projet.
Il convient aussi de préciser que le soutien de notre communauté d'agglomération portera justement sur le volet pépinière. En outre, bien sûr, les fonds européens FEDER et FSE seront sollicités dans le cadre de ce projet. Et conformément à la demande de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, eu égard à cet intérêt communautaire en matière de développement économique, nous émettons également un avis favorable pour garantir l'emprunt de 4 millions maximum, selon bien sûr les modalités qui seront définies ultérieurement avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc on vous demande d'approuver l'accord de principe pour l'octroi de la subvention et également la garantie sur l'emprunt de 4 millions contracté par la Chambre des métiers, de l'artisanat et de l'Hérault. C'est un projet très important pour le développement économique de ce secteur qui représente énormément d'entreprises et de développement avec des niches sur lesquelles il y a des besoins qui va permettre de pouvoir faire de l'emploi et de l'emploi qualifié. Si vous êtes d'accord, je vous propose de réunir les deux dossiers et d'émettre un avis favorable. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité pour le développement de ces secteurs d'activité incarnés par la CAPEB et la Chambre des métiers. Bon, merci, Madame Deloncle. On passe maintenant à l'urbanisme et politique foncière. Monsieur Morales, le premier, ça concerne un avis de principe sur la convention d'acquisition foncière pour la LNMP, ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Oui, la Commission européenne a décidé d'octroyer un budget de 26 milliards d'euros pour poursuivre des projets de réseau transeuropéen et bien sûr le réseau entre Nîmes et Montpellier, ce fameux chaînon manquant du corridor méditerranéen, a été retenu. Donc les études sont relancées et le projet repart dans de bonnes conditions. Pour pouvoir avancer, il s'agit de faire des acquisitions foncières et donc on nous demande le principe de participer à ces acquisitions foncières selon une clé de répartition qui est déjà connue, puisque les autres collectivités locales, autres que l'État, RFF ou la région, à 25%, à 8 parts égales, participeront à ces acquisitions foncières qui permettront notamment de ramener le tracé de 100 à 120 mètres et en 2015 d'avoir un tracé définitif qui pourrait être soumis aux différentes enquêtes. Je mets le rapport au voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 16, commune de Terran et Clapier, c'est les baux ruraux à long terme sur l'agriparc, domaine du Vivier. Alors là, il s'agit simplement de remplacer un agriculteur qui s'est désisté par la SARL Terracopa et par un autre agriculteur, M. Delmas. Je mets le rapport au voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On file à Colonterral, la zone d'aménagement différé de la Tuilerie. Alors là, il s'agit simplement de rétrécir le périmètre de la ZAD, puisque la commune de Colonterral a décidé de lancer une opération d'aménagement, donc il n'y a plus lieu de conserver notre zone d'aménagement différé. C'est bon, monsieur le maire? C'est bon. Je mets à l'approbation du Conseil. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. 18, Castries, Zac des Sorèdes. Là, il s'agit d'apporter à la SAM, l'opérateur, le mandataire, une garantie d'emprunt pour la réalisation de la ZAC des Sorèdes, qui est un des projets urbains importants de la commune de Castries. Très très beau projet, Monsieur le Président, fait par Monsieur Nebou et avec l'aide de la SAM que jamais la commune n'aurait pu porter elle-même. Cette mairie, hein. Bon, alors, pour la ZAC des Sorèdes, la garantie financière, on y va? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Vous dormirez tranquille ce soir, monsieur le maire de Castries. Nous passons à l'affaire 19, c'est le projet d'extension de l'unité de production Mondelez International. Dossier très important. Oui, monsieur le maire de la Vérune. C'est un dossier très important parce qu'il va permettre la création de 80 emplois et de conforter 110 emplois locaux déjà existants. Il s'agit en fait de réaliser une nouvelle chaîne de 8 lignes dédiées à la production de dosettes de café. Et pour cela, il faut mettre en compatibilité le PLU de la commune pour rendre 2000 m² qui étaient en zone agricole en friche, en zone constructible industrielle. Alors, à un moment où certains, et je peux l'entendre, stigmatisent les difficultés en termes de perte d'emploi, là, c'est l'inverse. Je tenais à souligner la qualité et l'efficacité de ce développement industriel qui caractérise Mondelez International, qui se développe sur la Vérune, sur la ZAC
qu'on est en train d'aménager avec les satellites de l'agglomération Serre-Moussam, là c'est quasiment 80 à 100 emplois créés, quoi. Et avec une qualification intéressante. On a un chef d'entreprise et un politique de développement qui s'implante sur la façade de Montpellier. Je tenais à le souligner. Je tenais à le souligner parce que c'est important pour un certain nombre d'acteurs qui actuellement sont dans la difficulté au point de vue emploi ou au point de vue formation. Monsieur le maire de la Vironne, vous êtes d'accord, je pense? Tout à fait. Je mets le rapport aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On passe à la gare TGV, c'est l'affaire numéro 20, la constitution d'une réserve foncière. Alors là, il s'agit de 3 affaires qui se suivent et qui se ressemblent. Alors en fait, ce sont des acquisitions, voilà, ce sont des acquisitions à l'amiable du foncier qui permettent de donner un prix, bien sûr, de vente et donc d'accepter ces transactions conformément à la réserve foncière d'utilité publique que l'on a mise en place. Ensuite, on est sur des transactions pour les propriétés M et Jean. Voilà, alors. C'est la même chose, hein, c'est 2 autres propriétaires qui sont à la Cavalade et au Mazet-Brousse. Et le 3e, c'est pour un propriétaire qui est Baccarat, dans le secteur du fonds de la banquière. Alors, je vous propose là aussi de réunir ces 3 affaires, de faire un vote d'ensemble, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On en arrive au dossier numéro 23, c'est OS Nature Urbaine. C'est la garantie d'emprunt de la SAM. Alors c'est pour permettre de réaliser le programme des équipements, donc un programme prévisionnel, et de lancer bien sûr l'opération. Donc il s'agit d'une garantie d'emprunt apportée à la SAM à hauteur de 3 millions d'euros et sur une durée de 7 ans. Je vous propose... Oui, monsieur le représentant de Saint-Jean-de-Védas. Vous avez la parole. Monsieur le Président, cher Jean-Pierre, chers collègues, nous revoilà sur ce dossier, mais je me permets, parce que ce qui est difficile dans cette Assemblée, si on veut à un moment débattre d'un certain nombre de problèmes de fond extrêmement importants, c'est difficile au fil des points de l'ordre du jour de pouvoir intervenir. J'étais déjà intervenu plusieurs fois, vous le savez, sur cette fameuse opération OS qui nous, quand même, nous les écolos, nous met un peu en émoi. Et vous savez pourquoi? Parce que construire, c'est un défi, mais construire effectivement des habitations entre 2 autoroutes pose un problème. Alors, il n'est pas question aujourd'hui de ne pas être d'accord avec ce qui est proposé de garantie d'emprunt. Ce n'est pas là mon propos. Mais mon propos, quand même, ce soir est important, me semble-t-il, parce que nous sommes dans une période un petit peu particulière. Aujourd'hui, l'agglo, telle qu'elle existait, c'est terminé. La nouvelle agglo aura quelque chose d'un petit peu différent, c'est que des gens seront élus pratiquement au suffrage direct, par l'intermédiaire des collectivités, mais ça veut dire aussi que les oppositions seront présentes. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que ce quartier OS, qui va dépenser beaucoup d'énergie, qui va dépenser beaucoup d'argent, est un aménagement conséquent. Est-ce que c'est l'aménagement le plus judicieux en termes d'aménagement de tout le territoire de l'agglomération? Et le problème qui est posé, c'est celui-là. Quand on fait un choix sur OS, on a aussi l'impression qu'on ne fait pas des choix sur d'autres parties du territoire qui font partie, effectivement, aussi de l'agglomération. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout qu'on est aujourd'hui dans des débats pour des élections municipales et quelque part se dessine ce qui peut se passer au niveau de l'agglo. C'est vrai que vous savez aussi qu'il y a un enjeu considérable, c'est celui de la façon de passer de l'agglomération à la métropole. On sait aussi que si ce cas arrive de passer de l'agglo à la métropole, ça peut apporter des plus, on veut bien, mais il faudra le faire dans certaines conditions, parce que si l'agglomération passe en agglo et donne effectivement la compétence d'aménagement du territoire, ça veut dire effectivement qu'elle va décider pour l'ensemble du territoire. Alors, ça peut présenter un caractère extrêmement intéressant en termes de solidarité, parce que les communes qui veulent se soustraire aux logements sociaux, par exemple, ne pourront plus le faire, et on arrivera à un aménagement qui sera un peu plus cohérent. N'empêche qu'aujourd'hui, dans le système tel qu'il est fait, on a l'impression, les élus communautaires, et surtout des petites communes, qu'on ne pèse de rien. Parce que quand on voit autant d'argent dépassé sur OS, qu'on voit que chacun dans nos communes, on a des projets d'aménagement, notamment à travers des actes, et que pour réaliser ces actes dans de bonnes conditions, comme un élément
partie prenante de la structuration de l'agglomération, on a besoin des financements de l'agglo et que nous ne les obtenons pas parce que c'est trop... parce que c'est trop important, on a quand même l'impression qu'on est à deux vitesses. La ville-centre fait des choses, l'agglo aide ce que veut faire la ville-centre et on délaisse un peu, je le dis franchement, on délaisse effectivement les autres parties du territoire. Il n'est pas question ici de se comporter en village gaulois, qui est coupé de tout et qui n'accepterait pas des règles qui sont des règles communautaires. Loin s'en faut. Mais je voulais attirer l'attention, parce qu'on a déjà dit les choses, mais c'est vrai qu'on ne pèse pas lourd. On ne pèse pas lourd. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, quand on a fait un vote, ici c'est un peu, je l'ai déjà dit aussi, une sorte de chambre d'enregistrement, et franchement on a l'impression qu'on pèse pour rien. La nouvelle redistribution va permettre d'avoir enfin je le dis, et je trouve que c'est bien. Alors tu as fait en début de séance ces trucs extraordinaires, moi je suis d'accord. Tu as dit, on travaille tous ensemble, on est dans l'intérêt général. Ça, je ne remets pas en cause. Mais je pense qu'un peu de débat politique au sens noble du terme ici, ça ne fera pas de mal. Parce qu'une politique de gauche n'est pas une politique de droite. Et que ce n'est pas un péché, et ce n'est pas une faute, et ce n'est pas interdit de parler effectivement des orientations politiques. Parce qu'une orientation politique, derrière, ça sous-tend une politique. Et la politique qu'on mène quand on est à gauche n'est pas du tout la même politique quand on mène à droite. Et au niveau de l'agglomération, il va bien falloir affirmer une stratégie qui doit l'emporter de l'un sur l'autre. On ne peut pas faire et on ne peut pas tout accepter. Et ça, bon, je finis là mon propos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même, je trouve un peu dommage que ce soit un mois et demi des élections où des enjeux considérables vont être posés. Et je sais que mon camarade Révol a fait une déclaration dans Midi Libre en disant qu'il souhaiterait quand même que l'ensemble des communes se positionnent sur ce qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que les communes sont pour la métropole ou est-ce qu'elles ne sont pas pour la métropole? Et il faut en parler maintenant parce qu'on va élire les conseillers et après ça aura des conséquences. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas, un mois et demi des élections, j'ai pris le dossier OS parce qu'il me paraît un des dossiers les plus typiques qui montre bien comment les choses peuvent se passer et comment on peut passer à côté d'un aménagement cohérent sur l'ensemble du territoire. Voilà. Alors moi je tire un peu la sonnette d'alarme parce que ça me paraît important et c'est sûr, quoi qu'on veuille, et les alliances qui sont préparées aujourd'hui, vous allez, monsieur et Jean-Pierre, je ne dis pas monsieur, tu as passé un accord avec les Verts, il y aura des élus verts ici, il y aura des élus verts effectivement à la mairie de Montpellier, parce que je pense que c'est cette équipe qui a toutes les chances de gagner, mais ça... je ne peux pas dire, je ne lis pas dans la boule de cristal, mais ça aura son importance, parce qu'ici, on ne sera plus une seule entité où on a l'impression qu'on est tous dans le même magma. Eh bien non, on n'est pas tous dans le même magma, on n'a pas tous la même façon de faire la politique, et on ne défend pas du tout, pour certains, les mêmes valeurs. Il va bien falloir que cet agglo s'affirme dans une dimension politique. Bon, c'est la conclusion. Voilà, merci beaucoup. C'est la conclusion. Alors, d'abord, d'entrée de jeu, je tenais à vous dire une chose, chacun peut avoir son point de vue, mais ce soir, il n'y a pas de débat sur la métropole. Deuxièmement, par rapport à ce que tu as dit au début, quelles que soient les familles politiques, et c'est vrai que la loi va changer les modalités, mais nonobstant les modalités qui vont changer, j'espère quand même que, quelles que soient les majorités dites politiques que peut avancer une opposition qui, dans telle commune, est dans la majorité par rapport à la majorité ici, inversement, que ça sera l'intérêt général qui prévaudra. Parce qu'au-delà des élus que nous sommes tous, et des 31 communes, il n'y a qu'une chose qui compte ici quand même, c'est la pérennité de la responsabilité assurée par une institution. L'agglomération, elle prolonge le district, qui a commencé il y a quelques années avec les deux communes de Castelnau et de Montpellier. Ensuite, il y a eu 14 communes qui ont fédéré le district. Il y a 31 communes qui sont dans l'agglomération de Montpellier. Les décisions, les choix, ils prolongent les études, les travaux de commission qui ont été faits. Ici, je n'ai pas du tout ni l'impression, ni la conviction contraire que les élus sont des yétis qui sont pris en otage. Les débats, j'aimerais que dans toute l'Assemblée, il puisse y avoir autant de débats de qualité que ceux qu'on a pu avoir sur des thèmes importants. Le logement, l'eau la dernière fois, le développement des transports en commun, le développement des infrastructures. Et ose que je sache, c'est une opération qui est bien calée par rapport à l'avenir, qui ne se situe pas à 6 mois, qui se situe à 20 ans. Et si vous voulez que le territoire existe, il est fondamentalement majeur que sur les 350 hectares, dont 200 seront dédiés à l'espace vert, on puisse effectivement faire de l'aménagement d'intérêt général. On a évoqué tout à l'heure un dossier qui est un des dossiers piliers de l'industrie de demain à Montpellier sur le 21e siècle, c'est le numérique. Le numérique, à côté d'infrastructures qui sont en relation, il y aura 12 000 m². Je précisais qu'il y avait
1200 entreprises ou 1100 entreprises qui sont actuellement sur ce créneau d'activité, ça représente déjà 7500 emplois. Donc on ne balance pas ni l'argent par les fenêtres, hein, et ensuite le conseil d'après, qui que soient les élus qui en feront partie, aura à s'inscrire dans cette optique d'intérêt général. Enfin, moi, ce qui me concerne toujours, avec mes propres opinions, mes propres convictions, dans le temps de ma vie politique consacrée à la chose publique, ça a toujours été l'intérêt général qui a prévalu. Le reste, hein, bon, après, chacune des collectivités, il y a son débat municipal, enfin, ou autre. Alors, il y a 3 demandes de parole, et ensuite on boucle, parce qu'il y a 80 affaires encore à régler. Non, on a commencé avec Michel Passé, ensuite c'est Cyril, et ensuite Pastor, Ciccionis et Morales. Ça y est. Mais ne faites pas du copier-coller, parce qu'on peut le faire pendant 3 heures. On a eu déjà 3-4 fois ces débats. Hein. N'est-ce pas, monsieur? Bon. Alors, monsieur Passé. Et très rapidement, je dois dire que le débat sur l'aménagement du territoire est un débat permanent. Et je comprends tous les soucis qu'il y ait, des équilibres, etc., des répartitions. On voit combien il est difficile parfois lorsqu'il s'agit de se mettre d'accord sur une ligne TGV, de la faire avancer, combien c'est difficile, ces débats-là. Ce n'est pas là-dessus que je voudrais intervenir. Et le débat sur la métropole non plus, parce qu'il a lieu, pour l'instant, il se situe au niveau des partis politiques, et c'est normal, et un jour il viendra devant l'institution. Je voulais quand même faire une remarque sur les propos. Je regrette. Le groupe communiste au district, comme à l'agglomération, en début de mandat, vous êtes témoin, monsieur le président, a toujours déposé un groupe communiste. Et je ne pense pas que vous nous ayez martyrisé, en tout cas, vous ne avez jamais rien fait. Et je regrette, mais que dans cette enceinte, chaque fois que nous avons eu une intervention politique à faire, nous l'avons faite. Seulement, je crois qu'il ne faut pas confondre intervention politique et bataille politicienne. C'est deux choses différentes. Je partage tout à fait cet avis. Monsieur Meunier. Oui, moi, j'interviendrai pas sur l'aspect. J'interviendrai pas sur l'aspect politique de la métropole, parce qu'on pourrait y passer la soirée les uns et les autres, et le mois, et même plus, et à toute modification qu'on va devoir vivre, enfin ceux qui vont rester, en espérant qu'on reste, il va falloir qu'on invente des nouveaux process. Mais il ne faut pas qu'on oublie une chose. Il ne faut pas qu'on oublie que l'agglomération, comme était le district précédemment, comme peuvent être d'autres intercommunalités, c'est avant tout une intercommunalité. Et c'est avant tout une intelligence de gestion collective. Quelles que soient après les expressions politiques, les organisations qu'on met, etc. On a un territoire à gérer. Alors écoute Michel, moi j'avoue que je me perds dans ta logorée généralement avec énormément d'intérêt, parce que si on est capable de tout comprendre très tôt, on n'a pas à se développer, donc j'espère que tu resteras et que j'aurai encore 6 ans pour comprendre ce que tu dis quand tu commences à parler. Mais là honnêtement, tu es passé, tu nous as fait la totale là. Alors peut-être que c'est le chant du cygne, tu es parti sur Ose. Alors Ose, c'est clair, c'est net et c'est précis. Tous ici, on est concernés par Ose, et pas seulement les élus de Montpellier, les élus de Latte. Parce que c'est sur nos communes, c'est pour ça que je me permets de te répondre. On est tous concernés tout simplement parce qu'on a un doublement d'autoroute et une gare internationale TGV qui nous tombe dessus. Elle arrive, on en est ravis, enfin on en est ravis parce que ça va apporter du plus à notre territoire, ça va apporter de l'attractivité, etc. Ceci étant, si on ne se met pas tout de suite, et ça va bientôt faire 4 ans qu'on y est, plus de 4 ans même que ce que je raconte, ça fait plus de 4 ans qu'on bosse sur Ose. Si on ne s'associe pas, grâce à la puissance de tir intellectuelle, technique et financière de l'agglomération, les meilleurs urbanistes, si on ne fait pas un plan cadre à 35 ans, mais on s'en sort comment, les amis? On s'en sort pas, ça ne concerne pas Latte et Montpellier exclusivement quand on y bosse les uns les autres. Quand on regarde et quand on bosse pour l'avenir de notre territoire, pour savoir qu'à cet endroit-là, on a la capacité d'y mettre un pôle éducatif intéressant. On a réussi à s'associer avec la CCI. À cet endroit-là, on a la capacité d'avoir une attractivité par rapport aux autres grandes métropoles européennes, métropoles pas politiques, hein, pas en termes d'organisation politique, en termes de poche de développement du XXIe siècle. C'est à cet endroit-là qu'on est capable de mettre des zones d'activité qui vont attirer les entreprises innovantes, etc. C'est notre devenir de territoire Ose. Alors, non, les Verts, je ne sais pas pourquoi vous êtes
Vous êtes paniqué par ça, tu me l'expliqueras sûrement, vous avez sûrement des raisons. Ceci étant, quand tu as 350 hectares et que tu en laisses 200 hectares en espace vert, ceci étant, quand tu fais un aménagement comme ça et que tu règles les problèmes d'inondation que Christian et moi on connaît sur le Néga 4, je peux te dire que l'aspect environnemental et développement durable, il a été plus que largement pris en compte. Quand tu vois que sur ce développement-là, on a respecté le PEB de l'aéroport et tout ce qu'on a fait, je crois qu'on a fait du bon boulot. Alors, je ne sais pas quelles sont tes raisons. Je te dis le chant du cygne. Excuse-moi, j'espère que ce n'est pas un chant du cygne, parce que tu apportes au débat comme tout le monde. Toi, bon, d'autres peuvent l'espérer. Moi, je n'espère jamais le départ de quelqu'un qui apporte au débat. Mais arrêtons de s'envoyer des discours comme ça. On avait à gérer ça, on l'a bien géré. Et le maire de Latte que je suis, qui pourrait être paniqué, comme une grande partie de ma population est paniquée par cet aménagement. Je suis bien ravi que l'agglomération ait mis tous ses moyens et son intelligence à travailler ce sujet-là. Sinon, on aurait subi un aménagement qui n'aurait eu que d'autres volontés que de rentabiliser les équipements publics et de donner le territoire à aménager aux promoteurs. Et les promoteurs, ils n'auraient pas respecté tout ce qu'on a fait respecter. La partie résidentielle qui fait la jonction. Excuse-moi, c'est important, Jean-Pierre. Tu t'imagines que c'est attaqué par ça pendant l'élection. On a mis une partie résidentielle où il n'y a pas un puce d'R+5 entre la jonction, entre Boirargues, quartier dans lequel en plus je vis maintenant, à Latte, et la nouvelle gare. On a pensé à gérer les problèmes de bruit avec ces baignoires inventées par Chris Christensen. Nom d'un chien, on a fait du bon boulot. Ne crachons pas sur notre boulot et continuons. Très bien. Merci. Je vois que vous êtes passionnés tous par l'aménagement du territoire. J'en suis ravi. Alors vraiment ravi. On parle enfin de l'essentiel. Monsieur Pastor. Oui, moi je vais être un peu plus bref, mais je voudrais répondre à mon collègue. Il a parlé du poids des maires des communes. Alors moi je vais vous faire une confidence. On n'a pas besoin dans nos communes de la tribune du conseil d'agglomération pour exister, nous. Ça c'est une première chose. Parce qu'on a les moyens dans le cambouis tous les jours. Deuxièmement, dire qu'on n'est pas respecté. Mais je ne peux pas laisser passer ça. Vous n'étiez pas là. Mais quand le SCOT s'est fait et que l'urbanisation, tout l'aménagement du territoire a été voté à l'unanimité, c'est un cas unique en France, sous la houlette de Jean-Pierre Moore. Et on va nous dire maintenant que les communes ne sont pas respectées, qu'elles pèsent peu. Mais on se fiche de qui? Ne réécrivez pas l'histoire, monsieur Lanteri. Et quand je m'adresse au président, je dis, en séance publique, je dis, monsieur le président. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que les communes, une commune comme Castries, et je cite mon cas, il faut aussi avoir des projets pour être aidé par l'agglomération. Quand j'ai eu un terrain en plein cœur de Castries, au pied du château, où que j'avais la pression des promoteurs privés pour l'acheter et y faire n'importe quoi, j'ai voulu préempter. C'était hors de question pour la commune de Castries de préempter à 1,7 million. C'est la communauté d'agglomération qui s'est substituée et qui a permis de faire un projet avec d'ailleurs 30% de logements sociaux, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes de la communauté d'agglomération. Il y en a qui arrivent que maintenant à le faire. Ça, c'est une chose. Et on vient de parler de la ZAC des Sorèdes. C'est la même chose. C'est des aménagements que jamais la commune n'aurait pu se payer. Et il y a le maire de Sussard qui est aussi dans ce cas-là maintenant qui lance une opération. Toutes ces opérations-là, on ne pourrait jamais les faire. Et je puis vous dire que dans la ZAC des Sorèdes et dans l'affaire de la closerie des Ducs, aucune décision n'a été prise par la communauté d'agglomération sans l'aval de la commune de Castries, comme ça se fait avec les autres communes. Je tenais quand même à rétablir une certaine vérité à cette tribune, au nom de mes collègues, et je sais que tous nous sommes dans ce cas-là. Alors, monsieur Tissonnis, maintenant. Chemise verte, veste noire ou marron. Non, plus de manière brève, parce que Gilbert a dit ce que je voulais dire, effectivement. Enfin, ce qui m'a pas plu dans les propos de M. Lanteri, qu'il faut faire attention quand même aux mots que l'on prononce, quand il dit « suivant les communes, on peut avoir des actes, pas des actes, etc. » Ça peut augurer effectivement de négociations. Que je sache, M. Lanteri, ces actes, elles ne sortent pas de nulle part. Elles ont été pensées depuis des moments parce qu'elles sortent du SCOT. Et le SCOT, c'est, Gilbert le disait, un document de planification à l'échelle d'une agglo. Demain, à l'échelle d'une métropole, peut-être on ira sur des interscots, etc., dans le cadre de la révision du SCOT. Et c'est ça qui serait intéressant. Et le combat sur le devenir du territoire, il sera à ces niveaux-là. Mais aujourd'hui, de faire les allégations que vous faites, c'est vraiment pas intelligent parce que ça sous-tendrait que
les choses sortent, et surtout en urbanisme, de nulle part. Alors qu'on le sait, le temps en urbanisme, c'est du temps long, c'est de la prévision, c'est de la prospective, c'est de l'analyse à long terme. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la mise au jour de ce document du SCOT, effectivement, porté il y a plusieurs années maintenant par Jean-Pierre Moore, et qui montre toute sa force quand on en arrive à la réalisation sur le terrain avec la qualité de projets comme OZ ou d'autres. Et donc, je crois que voilà, le territoire aujourd'hui est armé pour se développer à Montpellier et dans les communes autour, grâce justement à cette vision à long terme que dans l'urbanisme ne peut pas se passer. Voilà. Alors, pour clôturer ces interventions consacrées à une ode à OZ, c'est Christophe Morales qui va terminer. Oui, je n'arriverai pas à convaincre Michel, hein, qui fait une fixette là sur OZ, mais bon, je lui dirais quand même qu'il ne faut pas confondre une garantie d'emprunt de 3 millions d'euros avec une dépense de 3 millions d'euros. Il y a un équilibre financier qui est apporté, un bilan de ZAC qui est équilibré, et bien entendu, les 3 millions d'euros seront en partie payés par ceux qui vont acheter du foncier et aménager. Donc ce n'est pas une dépense qui pourrait faire peur à hauteur de 3 millions d'euros, pas du tout. C'est le premier point. Le deuxième point, je voulais vous signaler que Madame Papalardo, qui a été une de tes anciennes présidentes à l'ADEME et qui est actuellement la commissaire générale au développement durable auprès du gouvernement et auprès de Madame Duflot, a choisi justement l'éco-cité de Montpellier pour aller à Abu Dhabi parce que c'était un projet en termes d'énergie innovant, parce que c'était un projet en termes d'hydraulique maîtrisé, parce que c'était un projet en termes de mobilité, d'électromobilité exemplaire, parce que c'était un projet en termes d'agriculture urbaine raisonnée de proximité, quelque chose qui pouvait être très innovant. Donc je ne vois pas pourquoi il assumerait toute la totalité des Verts à lui tout seul. Non, les Verts sont tout à fait d'accord avec ça, et notamment le ministre, Madame Duflot et sa déléguée.